Pierre aura bientôt 42 ans. Côté privé, Pierre est tout juste divorcé. Il a une fille de 6 ans qu'il estime ne pas voir suffisamment alors qu'il lui consacre tous ses week-ends. Côté professionnel, après plusieurs expériences en tant que commercial, il a été engagé en tant que directeur commercial dans un grand groupe français où il a obtenu d'excellents résultats et où il est reconnu et aimé de ses collaborateurs. Cependant, il éprouve des difficultés dans les relations avec les autres départements de son entreprise car il estime que ces personnes n'ont pas le même sens des valeurs et des résultats que lui. Il est perçu comme étant direct et agressif par les personnes des autres départements. Passionné par son travail, Pierre fonctionne très bien avec les personnes qui partagent ses valeurs d'engagement et d'action. À l'inverse, il s'entend très mal avec les personnes qui occupent des fonctions plus administratives ou techniques. Il est pourtant indispensable qu'il soit en bonne relation avec eux. Le groupe dans lequel travaille Pierre est en pleine évolution. Son patron lui propose une promotion, mais pour cela, Pierre doit suivre un coaching personnalisé afin d'apprendre à gérer ses émotions et sa communication avec les autres départements. L'objectif est de lui faire prendre conscience que son attitude a une influence sur la réussite des affaires de l'entreprise. Lors de cette première séance de coaching, Pierre donne sa version des faits et se plaint de voir d'autres personnes adopter un rythme de travail radicalement opposé au sien. Il donne un exemple récent dans lequel il indique avoir demandé à sa collègue, Pauline, du département technique de lui envoyer rapidement un dossier. Cependant, celle-ci a beaucoup de travail et ne l'a pas fait immédiatement, ce qui l'a donc mis en colère. Après quelques questions de la coach, Pierre en vient à expliquer que c'est très important pour lui de sentir qu'il a de l'importance aux yeux des gens, aussi bien dans sa vie privée que professionnelle. La coach lui fait donc prendre conscience avec un questionnement guidé que ce n'est pas parce que quelqu'un ne répond pas instantanément à sa demande qu'il n'a pas de valeur à ses yeux. De même, pour sa vie privée, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas sa fille ou ses amis tous les jours que ces personnes vont l'oublier. Afin d'améliorer ses relations au travail, la coach lui propose aussi un jeu de rôle dans lequel Pierre s'exerce à faire des demandes à Pauline. Celui-ci s'engage à essayer de lui formuler des requêtes claires dès le lendemain. Puis, 2 semaines plus tard, Pierre revient pour une deuxième séance de coaching. Il explique que ses relations avec Pauline sont bien meilleures et qu'elle participe même aux réunions de service afin qu'elle puisse mieux comprendre les besoins urgents et voir comment elle peut s'organiser afin de satisfaire dans les temps. Le fait que chacun exprime ses besoins a bien facilité les relations. Depuis, Pierre ne ressent plus de colère envers elle. Il a compris qu'elle n'était pas de mauvaise volonté, que chacun avait ses priorités et qu'il suffisait de demander les choses clairement et simplement pour que celles-ci soient effectuées. Bien que cela lui demande un effort, il estime que cette démarche en vaut la peine au vu des bénéfices que cela apporte à l'entreprise. En poussant Pierre à se connecter à son ressenti, c'est-à-dire à sa colère, la coach vérifie qu'il a bien perçu la situation au travers des 3 éléments de sa conscience, à savoir le ressenti, la pensée et le comportement. Ces éléments se retrouvent dans l'index de la conscience que les praticiens de la PNL appellent l'index de computation. Ce concept conduit à distinguer 3 niveaux de perception dans ce que la personne vit ou exprime. On retrouve d'abord le comportement externe. C'est ce que la personne fait concrètement à un moment donné. Il s'agit d'une attitude que les autres peuvent observer, voir, sentir ou entendre. Ensuite, on retrouve le processus interne. C'est ce que la personne pense, imagine, se représente mentalement. Son dialogue intérieur, ses mécanismes cognitifs, évaluatifs et décisionnels qui lui permettent de structurer son action et son expérience. Enfin, on trouve l'état interne. C'est ce que la personne vit dans son corps, ressent, sa sensation générale. On distingue le kinesthésique primaire, qui correspond aux sensations, du kinesthésique secondaire, qui est lié aux émotions. Durant la séance, la coach vérifie que la personne utilise les 3 niveaux de façon équilibrée, car ces niveaux de perception sont interdépendants et s'influencent réciproquement. Il est important de trouver un certain équilibre entre ces éléments, car si le déséquilibre s'installe, des problèmes de santé peuvent survenir. Un comportement prend son ampleur dans le cadre de la valeur plus abstraite qu'il représente.
Par exemple, lorsque vous recevez un cadeau, vous allez l'associer à des valeurs d'amitié, de reconnaissance ou d'amour. Passer de la notion abstraite à concrète et inversement permet de satisfaire deux fonctions. Cela permet de vérifier que les deux personnes se réfèrent à la même valeur quand elles parlent d'un comportement, mais aussi de trouver des alternatives pour satisfaire les valeurs qu'un individu tente de manifester au travers d'un comportement ou d'une demande. En l'occurrence, pour Pierre, la présence de quelqu'un à ses côtés est l'équivalence concrète de l'amour. C'est là que la coach intervient en le recadrant et en lui proposant d'autres équivalences concrètes à cette valeur amour. En démontrant qu'il existe d'autres équivalences concrètes à cette même valeur, la coach ouvre le champ de perception de Pierre et lui permet d'entrevoir une série d'options occultées jusque-là. Qu'appelle-t-on modèle ou bien métamodèle linguistique ? En affirmant que Pauline ne s'occupe pas de lui en priorité, ce qui équivaut pour lui à dire qu'il n'est pas important, Pierre effectue une distorsion de la réalité. Notre perception du monde est une approximation de celui-ci. Cette perception du territoire propre à chacun est décodable par la linguistique, dans la façon de parler. La distorsion syntaxique et sémantique nous renseigne sur la perception du monde de la personne. La plupart du temps, celle-ci cache une croyance. Nous allons voir maintenant la place de l'émotion. Une émotion nous communique une information sur la personne que l'on a en face de soi. Elle constitue une réponse à une stimulation. Elle mobilise nos sens, notre intellect et l'énergie qui va nous mettre en mouvement. Toutes nos émotions sont des informations sur nous, sur un sens que l'on attribue à une situation, sur la façon dont on se situe dans un moment particulier ou sur les relations que l'on tisse avec les personnes qui nous entourent. La peur est souvent l'expression d'un conflit entre des critères personnels de réussite, les désirs, et une perception plus ou moins réaliste de ses limites personnelles, c'est-à-dire ne pas se sentir capable. C'est un signal de fuite. Elle nous fait prendre de la distance, nous éloigner et quitter un élément qui nous semble dangereux pour nous. La peur traduit un besoin à satisfaire, celui d'être rassuré. La colère est l'indice d'un critère personnel qui a été violé par soi ou par une autre personne. C'est une réaction d'attaque à une personne qui a visiblement violé notre espace personnel. La colère traduit le besoin d'être respecté. La tristesse est une perte affective, un sentiment d'abandon, de frustration, de déception ou d'échec de projet personnel. Elle nous indique quand il est temps d'abandonner une idée et de reconstruire de nouveaux liens pour aller vers de nouveaux objectifs. Elle génère un mouvement de retrait, un repli sur soi. La tristesse traduit le besoin d'être consolé. Enfin, la joie est un élément moteur. L'une de ses fonctions est de mobiliser des ressources habituellement cachées. En effet, sous l'effet de la joie, tout devient possible. On ose des choses que l'on n'oserait pas habituellement. Elle nous permet de nous ouvrir, nous fait aller envers les autres et vers une situation. La joie traduit, quant à elle, le besoin d'être aimé, apprécié ou encore admiré. Une fois que nous avons compris que les émotions traduisent des besoins à satisfaire, alors nous sommes en mesure d'y apporter une stratégie d'action. Le coach encourage alors son client à découvrir ses besoins réels et à mettre en œuvre un plan d'action. Chaque séance de coaching se traduit par une décision et une mise en œuvre de cette décision. Cette mise en œuvre est systématiquement analysée lors de la séance suivante. Soit elle est réalisée par la personne et augmente son estime d'elle-même, soit elle n'a pas pu être réalisée et la coach dispose dans ce cas d'une matière de travail intéressante, c'est-à-dire qu'elle doit découvrir les stratégies que le client met en place pour s'empêcher de réussir. Dans tous les cas, l'objectif de la coach est d'entraîner son client dans une spirale positive. Une première action positive va générer une première satisfaction, laquelle aboutira à une relation heureuse. Pour Pierre, cette relation s'est établie avec lui par l'augmentation de son estime personnelle, mais aussi avec les autres par une plus grande harmonie dans ses relations, notamment avec Pauline. Le résultat est donc sans attente. L'environnement réagit de façon positive et le sentiment de réussite augmente, ce qui encourage la personne à réaliser une deuxième action positive et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle le cercle d'auto-renforcement positif de l'action.